Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième Radioscope. Oui, alors bienvenue à ce deuxième Radioscope. En fait, on pourrait croire que je suis une semaine en retard. Le problème, c'est que la semaine dernière, je n'ai reçu aucune question. Aucune question sur le thème de la semaine dernière. Donc, effectivement, si j'ai pas de questions, ça m'est un peu difficile de produire une balado-diffusion qui répond à vos questions. Logiquement, ça marche pas. Cette semaine, la récolte de questions était un peu meilleure. Euh, Quoique plusieurs questions, je vois que parmi vous, il y en a qui progressent très rapidement parce que les questions portent sur des thèmes qui sont à venir dans quelques semaines. Donc, ne vous inquiétez pas si vous m'avez envoyé une question et que je n'y réponds pas aujourd'hui, c'est que je placé votre question dans le dossier du thème qui s'en vient. Alors, il faudra reprendre le thème à ce moment-là. Pour les autres, je vous encourage à m'envoyer vos questions parce que c'est avec ça que je peux produire cette balado-diffusion. Deux hypothèses peuvent peut-être expliquer pourquoi j'ai pas reçu de questions. La première, c'est que soit que vous n'êtes pas encore tout à fait mis dans le cours et vous attendez un peu, vous procrastinez. Alors à ce moment-là, les questions viennent pas parce que vous avancez pas. Ou sinon, l'autre hypothèse que je préfère, c'est celle que vous êtes tous des étudiants extrêmement brillants, ça c'est sûr. Et tout le matériel du cours est très limpide, les lectures sont très limpides, et finalement, vous n'avez pas de questions. J'imagine que la réalité se trouve peut-être quelque part entre tout ça, et c'est pour ça que je vous invite à m'envoyer vos questions afin que je puisse y répondre. Et souvenez-vous qu'il n'y a aucune sotte question. Et que toutes vos questions, probablement quelqu'un d'autre aussi se les pose, alors ça va me faire plaisir d'y répondre. Cette semaine, quand même, deux questions intéressantes. J'ai commencé avec la première parce que c'est un petit peu chronologique en fonction des thèmes qui sont arrivés dans le cours. Donc, la première, on me demande, qui est une question qui est en lien avec l'actualité. À la lumière de ce que j'ai vu dans la première séance du module 1, peut-on affirmer que la décision d'un pays d'intervenir ou non en Syrie constitue une politique publique? Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, dès le premier module, dès la première séance du module 1, on pose la question, mais c'est quoi une politique publique? Et vous avez pu voir que quand on parle de politique publique, on dit, on donne certaines caractéristiques et à la fin, on dit aussi, on peut parler d'une politique publique quand l'État décide de ne pas agir. Et là, on vous explique qu'il y a quand même certains critères. Bon, par exemple, si l'État n'agit pas dans un dossier parce qu'il n'est pas au courant d'un problème, d'un enjeu, évidemment, c'est pas une politique publique en soi. Alors, l'inaction ici ne devient pas une politique publique. Par contre, lorsqu'un pays décide sciemment d'une action ou d'une non-action, alors là, à ce moment-là, oui, ça devient une politique publique. Et c'est le cas ici avec la Syrie. Lorsque le gouvernement canadien dit non, nous n'allons pas intervenir en Syrie, le gouvernement canadien vient de définir à travers cette décision-là des objectifs de sa politique étrangère. Car évidemment, il faudrait parler à mon collègue éminent expert sur la politique étrangère canadienne, M. Stéphane Roussel. Alors, si parmi les gens qui écoutent cette balado et qui sont à Montréal, si vous rencontrez Stéphane Roussel dans les corridors de l'ENAP, vous pourriez toujours lui poser la question, mais ce qui caractérise entre autres la politique étrangère canadienne sous le gouvernement conservateur, c'est qu'il n'y a jamais eu d'énoncé écrit par rapport à c'est quoi la politique étrangère. Est-ce qu'on doit penser donc qu'il n'y a pas de politique parce qu'il n'y a pas de document écrit? Absolument pas. Une politique, et on en parle dans la définition de ce qu'est une politique publique, une politique, c'est un ensemble d'actions qui sont reliées les unes par rapport aux autres de manière assez cohérente et qui mènent à des actions particulières ou à des non-actions particulière, et dans ce cas-ci, vis-à-vis les questions étrangères. Donc, le fait que le gouvernement canadien, par exemple, décide de ne pas intervenir en Syrie, ça constitue
effectivement, une partie de la politique étrangère canadienne. La même chose lorsque la Grande-Bretagne décide de ne pas intervenir. Si le gouvernement américain, parce qu'à l'heure où on se parle, Barack Obama a décidé a demandé au Congrès de suspendre le vote sur la question et de donner une chance à la diplomatie de faire son œuvre. Mais quand même, si le gouvernement américain décidait, par exemple, d'aller intervenir en Syrie, ah ben là, oui, effectivement, ça deviendrait ça viendrait définir la politique étrangère américaine. Et on peut voir ça de deux façons. Par exemple, si le gouvernement américain dit « Nous allons intervenir coûte que coûte », ben, effectivement, ce que le gouvernement dit, c'est qu'un de nos objectifs, c'est d'assurer l'ordre et la paix partout dans le monde. C'est comme ça que nous on agit, indépendamment des autres États. Par contre, si le gouvernement américain disait nous allons débarquer en Syrie, mais uniquement s'il y a un vote favorable à l'ONU, alors ça devient intéressant parce que les objectifs de la politique sont différents. C'est-à-dire que le gouvernement américain décide d'agir selon la volonté de la communauté internationale. Donc, on voit qu'ici, les valeurs qui seraient rattachées, à travers cette décision-là, on voit que les valeurs qui seraient rattachées à la politique étrangère américaine, on voit que les objectifs que le gouvernement américain se fixe dans sa politique étrangère, même si c'est pas clairement et explicitement décrit dans un document publié sur un site web, par exemple, mais on voit que ça forge quand même une politique étrangère. Alors ici, effectivement, la question, est-ce que la décision de ne pas intervenir en Syrie constitue une politique publique? C'est-à-dire qu'en soi, c'est peut-être pas une politique publique qu'en soi, mais oui, ça vient définir la politique publique, la politique étrangère canadienne. Enfin, on pourrait reprendre dans vos notes, vous avez par exemple l'exemple du gouvernement du Québec là, qui refusait d'agir dans parce que je donne l'exemple d'un dépotoir dans une petite municipalité du Québec qui brûlait là, par en dessous. Là, et le gouvernement québécois avait décidé de ne pas agir. Et à travers cette non-action-là, il y avait un message très clair, il y avait des valeurs très claires. C'est un site privé et c'est aux gens du privé de s'occuper de leur terrain. Et ce n'est pas au gouvernement à intervenir dans un secteur qui soit privé. Bon, par ailleurs, comme ça devenait un danger de santé publique à un moment donné, le gouvernement n'a pas eu le choix d'intervenir. Mais vous voyez, même ça, à travers même cette action subséquente est venue un peu définir la politique environnementale du Québec parce que le gouvernement agissait uniquement parce que ça devenait un problème de santé publique. Alors, c'est un peu ici la même chose avec la politique étrangère canadienne et la décision de ne pas intervenir en Syrie, qui nous rappelle évidemment la décision de Jean Chrétien de ne pas intervenir en Irak. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que à travers ce parallèle-là, il y a quand même une certaine cohérence, même si c'est deux partis politiques différents, on voit qu'il y a quand même une certaine cohérence dans la politique étrangère canadienne à cet égard. J'ai aussi une deuxième question. On dit bien que je réussisse habituellement à comprendre les textes en anglais. On me dit, à propos du texte Rationality as Organizational Product on Multiple Rationalities and Organizational Learning, pardon pour l'anglais un peu massacré aujourd'hui. Donc le texte de Czarnecka, on le trouve ardu. On dit j'arrive pas à comprendre l'essence du texte, qui me semble assez philosophique. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Bon, je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Le texte aurait pu être écrit en français ou aurait pu être traduit en français. Je pense qu'il aurait été tout aussi ardu. C'est un texte qui est effectivement difficile à comprendre à la première lecture. C'est un texte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner le texte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le lire, le texte. Au contraire, c'est pas parce qu'un texte est ardu qu'il faut le laisser de côté. Il faut plutôt redoubler d'efforts parce que dans ce texte-là, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. En fait, pour bien comprendre pour bien comprendre l'essence du texte de Czarnecka, on va se reporter un peu sur toute la discussion de la rationalité dans le thème de l'évolution d'une politique publique. Alors, on voit tout d'abord les gens qui proposent des modèles d'une rationalité instrumentale, c'est-à-dire une rationalité où finalement tout est très 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 logique et tout est aussi très 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 prédictible, c'est-à-dire que A va avoir la conséquence B. Alors si on veut savoir quelle décision prendre, il faut être capable de déterminer les facteurs A, B et C pour pouvoir prédire les effets DEF par exemple. Et donc
ce qui va avoir été reproché à un modèle de la rationalité instrumentale, et qui est un modèle aussi où on dit que, dans le fond, qui est basé un peu sur le rational choice, où on dit, ce que les acteurs d'un processus de politique publique cherchent d'abord et avant tout, c'est à maximiser leurs intérêts. À ça, vous avez des auteurs qui sont dans une rationalité plus normative, c'est-à-dire qu'eux vont dire, attention, c'est pas vrai que les décideurs publics, lorsqu'ils prennent des décisions dans des processus de politique publique, ou même les acteurs publics, lorsqu'ils arrivent à c'est-à-dire tous les acteurs publics, pas que les décideurs, lorsqu'ils arrivent à des décisions, ces décisions-là ne sont pas purement rationnelles. Ils ne sont pas uniquement guidés par la maximisation d'intérêt, et surtout pas la maximisation du bien commun. Au contraire, cette rationalité-là, elle est limitée. Limitée d'abord par des capacités cognitives, c'est-à-dire que, puis on revient un peu à une citation de Lemieux, le temps manque pour avoir toute l'information, pour colléger toute l'information, analyser toute l'information nécessaire à une décision sur la base d'une rationalité instrumentale. Les facultés cognitives ne sont pas, il n'y a aucun décideur qui est capable d'analyser autant d'informations. Donc, même si on avait accès à toute l'information, personne n'est capable d'analyser toute cette information-là. Limité aussi par nos valeurs, parce que finalement, nos valeurs nous amènent à interpréter aussi l'information, à analyser l'information d'une façon ou d'une autre. Alors, tout ça, ça vient un peu limiter cette rationalité-là. Et donc, ce n'est plus tant le principe... c'est Simon qui dit ça, ce n'est plus tant le principe de la maximisation des intérêts, mais c'est plutôt le principe de la satisfaction des intérêts. C'est-à-dire que on ne cherche pas tellement à maximiser qu'à se satisfaire. Donc, est-ce que telle décision est une décision qui était tout à fait rationnelle dans le terme instrumental de la chose? Non, pas du tout. Mais c'est une décision qui va, par exemple, sécuriser l'ensemble d'une population. Donc, par exemple, une population a peur. On trouve que il y a eu quelques vols commis dans des maisons récemment, et là, les gens dans la population ont peur de se faire voler. On montre le problème en épingle. On dit que, je sais pas moi, la ville d'Anjou est devenue un paradis des voleurs, etc. Et là, on fait quoi? Bon. Et, dans le fond, il peut y avoir eu que 5 ou 6 vols de plus par rapport à l'année suivante, mais la perception du problème fait en sorte qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus important qu'avant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la ville va dire, parfait, on engage 8 nouveaux policiers, on met 4 nouvelles autopatrouilles, et on met des caméras à toutes les rues. Alors ça va venir satisfaire la population. On va avoir maximisé la satisfaction de la population, même si dans ce cas-ci, on n'a pas du tout maximisé les intérêts, parce qu'honnêtement, on met beaucoup trop de ressources pour solutionner un problème qui, dans le fond, n'a pas besoin d'autant de ressources pour être solutionné. Bon. Donc, ça, c'est un peu le principe de la rationalité limitée. Czarnecka, elle, ce qu'elle dit, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'elle ajoute une nouvelle dimension à cette question de rationalité en disant, attention, dans un processus de politique publique, évidemment, la rationalité instrumentale n'arrive pas à démontrer ou à expliquer clairement comment les décisions sont prises dans un processus de politique publique, ça c'est clair. Parce qu'il faut garder en tête que la rationalité normative, ou les théories dans la rationalité normative, c'est des théories qui ne rejettent pas la rationalité instrumentale. Au contraire, elles sont d'accord avec le principe de base de la rationalité instrumentale, mais ils disent qu'il y a des limites qui font qu'elle ne peut pas décrire la réalité, et ils exposent ces limites-là. Elle, Czarnecka, fait dire, c'est de la foutaise. Oui, il y a des limites cognitives, on le reconnaît, mais cette idée de rationalité instrumentale limitée, c'est pas vrai du tout. C'est que la rationalité instrumentale n'existe pas. Ce que Czarnecka dit, c'est que dans les faits, dans un processus de politique publique, il y a constamment, en compétition, divers discours rationnels. Et c'est pour ça qu'elle parle de multiple rationalities. Il y a plusieurs discours rationnels qui sont en compétition. Et l'un de ces discours-là, à travers des jeux d'acteurs, donc des stratégies politiques, etc., on peut passer à des stratégies médiatiques, etc., un de ces discours-là va s'imposer comme discours dominant,
Et donc, ce discours dominant-là va faire traduire les valeurs, les idéologies en politique publique. Par contre, le discours est dominant et non pas le seul, et non pas le gagnant d'une compétition. C'est-à-dire, la compétition, elle est constante et permanente. Donc, un discours est dominant, mais comme discours dominant, il peut devenir, à un moment donné, un discours alternatif. Et l'un des discours alternatifs, à travers l'évolution des enjeux, à travers l'évolution des idéologies au sein d'une société, un discours qui était dominant peut devenir un discours alternatif. Et là, un discours qui est alternatif va devenir un discours dominant. Rapportons-nous peut-être au domaine de l'environnement. Alors, il y a 30 ans, par exemple, les questions environnementales, c'était pas des questions qui étaient... Le discours sur l'environnement, sur les enjeux environnementaux, commençait, se définissait, s'établissait. On parlait de problèmes pour la planète, on parlait, d'entre autres, on commençait à parler des pluies acides, etc. Mais ça demeurait des discours alternatifs. Dans les années 90, et là, excusez-moi, avant d'arriver avec les années 90 et le début des années 2000, quand je dis que c'était des discours alternatifs, les gens se battaient, les acteurs de ces mouvements environnementaux-là, se battaient pour faire adopter des politiques pour protéger l'environnement. Mais personne ne les écoutait. Parce que, dans le fond, ce qui était à ce moment-là, ce qui était le plus important, bon, on va revenir après sur un des principes de Czarnecka, mais ce qui était le plus important, c'était les politiques économiques. Mais par contre, dans les années 90, début 2000, ce discours environnemental-là est devenu dominant. Et là, on a vu des politiques publiques qui se sont forgées à même les idéologies, les idées, les valeurs qui étaient véhiculées par ce discours rationnel-là. Et les autres discours rationnels, eux, sont demeurés, particulièrement les discours économiques, sont devenus des discours plus alternatifs dans le domaine de l'environnement. Et là, on a vu apparaître la création de mécanismes, de nouvelles politiques, de nouveaux programmes, etc. Un des principes aussi qu'expose Czarnecka, c'est que, dans le fond, les discours dominants peuvent peut-être devenir des discours, peuvent disparaître, c'est-à-dire ils peuvent perdre leur dominance, mais ne disparaissent jamais. Les discours dominants vont rester et comme des discours alternatifs. Pourquoi? Parce que les enjeux forment ce qu'elle appelle une boucle événementielle. C'est-à-dire que les enjeux, on peut avoir l'impression qu'un enjeu est réglé, ou qu'un enjeu est beaucoup moins important, ou qu'un autre enjeu va venir supplanter cet enjeu-là, donc va venir donner une nouvelle dominance à un autre discours. Mais dans le fond, sur un cycle de 10, 15 ou 20 ans, l'enjeu va ressurgir, ou encore le discours va ressurgir. C'est ça que l'enjeu revient, et donc ce qui donne la force au discours qui jadis était dominant et redevient, et qui était tombé d'alternatif et redevient dominant, ou encore c'est le discours par lui-même qui réussit à se réimposer. Donc, et à ça, pensons justement, je parlais du discours rationnel économique. Dans les années 80, c'était le discours rationnel le plus important. Et il va avoir, sans disparaître, il va avoir perdu beaucoup de sa force dans les années 90 au Canada. On a vu quoi? On a vu l'union sociale, par exemple. On a vu toutes les politiques environnementales qui ont été adoptées. Dans les années 90, c'est là qu'il y a eu le plus gros développement à cet égard-là. L'économie roulait quand même, mais les politiques qui étaient mises de l'avant par les gouvernements, c'était des politiques qui se référaient plus à ces discours-là, à caractère sociaux et environnementaux. On voit quoi dans les années 2000, à partir des années 2005? Résurgence du discours, ou de la dominance du discours économique. Et qu'est-ce qui va avoir vraiment donné beaucoup de force à ce discours-là? Évidemment, ça va avoir été la crise économique mondiale. Et là, en ce moment, on est dans ce bain-là d'une dominance, d'une résurgence de la dominance du discours rationnel économique. Donc, on voit cette idée de discours en compétition, donc de discours rationnel, multiple, constamment en compétition, et dont la dominance varie d'un cycle à l'autre en fonction des diverses boucles événementielles. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir du texte de Czarnecka, et avec une question comme celle-là, ça nous permet de faire le tour de toute cette séance-là autour de l'évolution des politiques publiques.
Alors voilà ce qui complète pour aujourd'hui cette capsule de Radioscope. J'espère qu'elle vous a été éclairante, j'espère que vous l'avez aimé. Et encore une fois, moi je vous invite à m'envoyer vos questions parce que c'est avec vos questions que je vais pouvoir produire encore d'autres excellentes capsules comme celle-ci. Allez, à la semaine prochaine.